Internet est une grande ville. Il y a de beaux quartiers, mais aussi des ruelles obscures. Et celui qui s'y égare doit s'attendre au pire. Internet, la mégapole, avec côté pile ses portails de shopping, ses banques, ses autoroutes de données. Et côté face, sa mafia, son racket et ses arnaques, dont nous pouvons tous être les victimes. Un jour, je reçois un courrier du tribunal d'instance de Leipzig qui m'accuse de blanchir de l'argent. Imaginez ma tête. Parfois, un clic suffit pour faire de vous le complice de cybergangsters. Nous les avons poursuivis jusque dans les pays baltes. iPhone, iPad, oui. 650. Des experts ont déclaré la guerre aux escrocs du net. Les enquêteurs du FBI et des polices judiciaires européennes, comme le BKA en Allemagne, traquent ces cybergangsters dans les moindres recoins de la planète virtuelle. Mais ils sont particulièrement difficiles à démasquer et à attraper dans le monde réel. Une nouvelle variation du crime organisé est apparue sur Internet. Vous avez maintenant des groupes disséminés dans le monde qui se mettent en réseau et qui planifient et organisent leur attaque ensemble. La première affaire nous mène à Leipzig. C'est une histoire comme ils sont produits des milliers chaque jour, en Allemagne, en France et dans le monde entier. Ursula H., 67 ans, n'a qu'une minuscule retraite pour vivre. À la recherche d'un revenu d'appoint, elle tente sa chance sur Internet. Je vais sur meinestadt.de et là je trouve une rubrique petit boulot à 600 €. Je clique et l'adresse d'un certain Franco Martini apparaît. Un Italien, ça ne me disait trop rien, mais je décide d'essayer. Je lui écris que je suis intéressée par un petit job à 600 € et lui demande ce qu'il faut faire. Il répond « pas grand-chose, juste ouvrir un compte ». 600 € par mois. Ursula balaye ses hésitations et commet l'erreur de sa vie. Elle ouvre un compte. On lui attribue aussitôt un code PIN et des TAN. Le code PIN est un numéro d'identification personnelle qui sert à s'identifier sur le net. Les TAN sont des numéros d'authentification à usage unique destinés au virement en ligne. Ensuite, il me demande mon code PIN et mes TAN. Je les lui envoie. Et il me dit, vous aurez les 600 premiers € dans une semaine. Je réponds, pourquoi? Je n'ai encore rien fait. Là, il me dit, pour l'ouverture du compte. Et il m'explique qu'il en a besoin car il vit en Italie, en Espagne et ne passe qu'occasionnellement en Allemagne. Mais avec le code PIN et les numéros d'authentification, Franco Martini peut disposer à sa guise du compte d'Ursula. Et pour les bandits du net, ça vaut de l'or. Nous avons rendez-vous au quartier général de l'Office fédéral de la police judiciaire allemande, le Bundeskriminalamt, ou BKA, logé dans une ancienne caserne des forces américaines en Allemagne. L'accès au site est hautement sécurisé. Mirko Manske nous attend. Il est commandant de police au BKA et responsable du département cybercrime. L'unité spéciale qu'il dirige est quotidiennement à la recherche d'escrocs du net, où qu'ils soient partout dans le monde, et il nous le confirme, les offres d'emploi à la Franco Martini sont toujours des pièges. Je me méfie toujours quand la prestation consiste à faire pour un autre, en mon nom, avec mes propres papiers d'identité, mon propre compte, ma propre adresse, quelque chose que cette personne pourrait aussi bien faire elle-même. Là, toutes mes alarmes s'allument. Parallèlement à ces ouvertures de compte, Franco Martini propose des produits à des prix imbattables sur le net. Il fait payer ses clients à la commande et ne les livre jamais. Ils sont des milliers à tomber dans le panneau. Mirko Manske connaît ce scénario. Les escrocs comme Martini se couvrent pour que la piste ne mène jamais directement à eux le jour où l'arnaque sera découverte.
Pour cela, les criminels utilisent de plus en plus de mules, les money mules comme ils les appellent. Ce sont des gens qui mettent leur compte bancaire et une partie de leur identité à leur disposition pour l'exécution des paiements. Durant 3 jours, c'est sur le compte d'Ursula que les clients de la boutique en ligne de Franco Martini versent leur règlement. L'escroc, qui a toutes les clés pour y accéder, transfère aussitôt l'argent ailleurs. Un jour, je reçois un courrier du tribunal d'instance de Leipzig qui m'accuse de blanchir de l'argent. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Alors je suis allée voir ma fille et je lui ai tout raconté. Au début, j'avais tellement honte d'avoir fait une telle bêtise que je voulais m'en sortir seule. Mais c'est impossible. C'est déjà trop tard. Peu après, la justice rend son verdict. Ursula ne peut même pas se défendre, car il n'y a pas d'audience. Elle est condamnée à une amende de 2 250 €. Elle n'y comprend rien. Je ne savais rien de tout ça. J'ai rien fait. C'est tout ce que je peux dire. Je n'y ai même pas gagné un centime. Et c'est moi qui paie. Ce n'est pas tout. Une cliente qui n'a jamais reçu l'article qu'elle a commandé et réglé à la boutique en ligne de Franco Martini réclame des dommages et intérêts. Elle porte plainte et obtient gain de cause. La retraitée va devoir travailler des années pour les payer. Nous partons en quête de Franco Martini. Incroyable, il est toujours à l'affût sur Internet. Nous découvrons une offre d'emploi avec une adresse à Hambourg et un numéro de téléphone berlinois. Nous envoyons un mail à l'escroc sous un faux nom. Nous nous disons très intéressés par un petit boulot et prêts à commencer au plus vite. 2 jours plus tard, réponse de Martini. Nous avons le job. Félicitations. Il nous demande d'ouvrir un compte et de lui transmettre notre code PIN et nos TAN. Nous créons le compte, mais lui donnons de faux numéros. Martini réagit. Il ne trouve pas ça drôle du tout. Son ton se durcit. Oh pardon, c'est une erreur. Nous proposons de passer en personne, lui remettre notre code PIN et nos numéros de transaction. Il répond qu'il est en Sardaigne pour raisons professionnelles et que sa patience a des limites. Oh, quel heureux hasard, notre fille y part la semaine prochaine. Sa réponse est lapidaire, je n'ai pas le temps. Nous lui révélons que nous sommes journalistes et lui proposons une interview anonyme. Quelques minutes plus tard, son adresse email devient introuvable. Martini a disparu dans l'océan des données numériques. Les fausses boutiques fleurissent, mais ne sont qu'un gagne-pain parmi d'autres pour les escrocs du net. L'an passé, ils ont détourné 187 millions de numéros de cartes de crédit et coordonnées bancaires dans le monde. Elles leur servent surtout à acheter du matériel électronique high-tech. Notre deuxième affaire démarre elle aussi à Leipzig. Là encore, elles se répètent chaque jour sur toute la planète. Pour effacer la trace de leurs achats illégaux, les cybergangsters emploient des agents coursiers. Comme Ursula, Alfred M. est tombé dans les filets de la mafia d'Internet et il s'est retrouvé complice de criminels. Son job, réceptionner et réexpédier des colis contenant des produits payés avec des cartes de crédit volées. Pour lui aussi, tout a commencé par une offre d'emploi alléchante sur le net. Et là encore, la bonne nouvelle ne tarde pas. Dans un allemand étrange, on lui propose de travailler comme représentant au support externe. On lui fait miroiter un salaire de 2 000 € par mois. Il nous a fallu plusieurs échanges téléphoniques pour convaincre Alfred M. de nous raconter son histoire depuis le début. La première fois, il insiste pour nous rencontrer dans une rue très fréquentée. Vous pensez qu'il y a des raisons de craindre ces gens? Oui. Pourquoi? Il y a des millions en jeu. Et on nous l'a appris à l'école. À partir d'une certaine somme, les gens peuvent tuer pour de l'argent. Au départ, Alfred est très intéressé par cette offre d'emploi déposée en apparence par une entreprise nord-américaine du nom de MBE. Ils m'ont demandé si je voulais gagner de l'argent.
J'ai répondu oui. Que s'est-il passé ensuite? Ils m'ont fait une proposition d'emploi. Il s'agissait d'envoyer des paquets. C'était un emploi avec un vrai contrat de travail, des cotisations sociales. Et je n'ai rien trouvé qui porte à croire que c'était illégal. Alfred signe le contrat. Il y trouve même des détails sur la grille de salaire, sur les primes, et une photo de sa jolie interlocutrice, Alexa Corey. Le commandant Mansk nous explique que ces agents coursiers ont un rôle essentiel dans le jeu des cybercriminels. Les escrocs les appellent des drops. Ce sont des personnes chez lesquelles l'on peut déposer, dropper des choses. Ils s'en servent notamment pour acheter des produits coûteux sur de grands portails Internet, le plus souvent de l'électronique ou des vêtements, à l'aide de cartes de crédit acquises illégalement ou de données bancaires obtenues par espionnage informatique. C'est à ces agents qu'ils font livrer leurs commandes. L'employeur présumé, MBE, Mailboxes, etc., est un réseau américain de services postaux qui compte 1400 franchisés dans le monde. Alexa Corey est l'interlocutrice d'Alfred M. et un certain Paul Aragon a signé le contrat au nom de MBE. Nous appelons le siège social de la maison mère à San Diego. Merci de votre appel à MBE, une filiale d'UPS. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Sabrina Zaun. J'appelle d'Allemagne, j'aimerais parler à Paul Aragon. Je suis désolée, vous vous êtes trompé de numéro. Personne ne porte ce nom ici. Ou Alexa Corey? Non plus. San Diego nous répond que ce groupe n'a jamais publié d'annonce pour recruter des agents coursiers. Mais personne ne souhaite s'exprimer officiellement à ce sujet. MBE Allemagne prend quand même position. Ils nous disent savoir que l'on recherche sur Internet des agents coursiers pour le compte de MBE, mais ils insistent, ces offres peu sérieuses n'ont rien à voir avec le système de franchise MBE. Les escrocs ont manifestement usurpé l'identité de l'entreprise sur le web. Ils ont copié à la perfection son nom, son adresse et son site. Ne parlant pas anglais, Alfred M. n'appelle pas MBE, ni aux États-Unis, ni en Allemagne. Pourquoi le ferait-il d'ailleurs? Via Internet, tout marche comme sur des roulettes. On lui livre les colis chez lui chaque jour. Il s'agit d'articles électroniques le plus souvent. Et presque au même moment, son employeur lui envoie par mail le contenu exact des colis, ainsi que des bordereaux d'expédition. Comme on le lui a demandé, Alfred M. emballe plusieurs paquets dans un grand carton sur lequel il colle la nouvelle adresse. Ensuite, de célèbres agences de coursiers passent les prendre. Alfred se souvient que 80% des colis partaient pour l'Estonie. Il est très difficile de dire si les marchandises restent en Estonie ensuite, ou si à partir de là, elles sont réexpédiées vers leur destination finale. Nous nous envolons pour Tallinn, la capitale estonienne. L'Estonie est le pays le plus au nord des Balkans. Nous contactons Vladimir, un white hat qui nous a été recommandé sur un forum internet à la limite de la légalité. Les white hats, les chapeaux blancs, sont des pirates informatiques censés faire un usage positif de leur savoir et ne pas enfreindre les lois. Vladimir ne veut surtout pas être identifiable. Dans quelle mesure pouvons-nous lui faire confiance? Le caméraman reste à bonne distance. Vladimir nous emmène d'abord dans un cybercafé pour nous montrer des enchères en ligne de produits quasiment neufs à des prix défiant toute concurrence. Il nous conduit ensuite aux environs de la gare de Tallinn. Les voies sont bordées de halls abritant diverses boutiques. On y vend des accessoires pour les derniers téléphones portables à la moitié du prix officiel.
Nous allons maintenant au Balti Yamaturg, le marché de la gare. On y trouve aussi bien des aliments, des antiquités et des reliques de guerre que des produits high-tech. iPhone? iPad? Vous parlez anglais? Oui. C'est un iPhone 4S. 64 gigas. Il coûte 650 €. En Allemagne, ce smartphone vaut au moins 850 € neuf. 650. Il est neuf, débloqué. Et il accepte toutes les cartes SIM. L'iPad, il fait combien? L'iPad? 250 €. Il est très bien, il est craqué. Et il y a tous les programmes dedans. Je vais réfléchir. Merci. Ces marchés n'écoulent qu'une partie des produits acquis illégalement, nous dit Vladimir. Ils sont souvent revendus aux enchères sur eBay. C'est ainsi qu'un notebook volé à Paris peut finalement s'y retrouver. Les chances de se faire pincer sont infimes et les programmateurs bien formés ne manquent pas. Les mauvaises conditions de travail et un chômage exponentiel font le reste. Alfred nous a transmis les adresses auxquelles il expédiait les colis. Toutes se trouvent dans la même région. Nous prenons la route, curieux mais un peu anxieux. Pour assurer notre sécurité, nous nous tournons vers la police estonienne. Nous sollicitons l'aide de Dimitri Roudakov, le spécialiste des escroqueries à la carte de crédit et des agents coursiers. Mais l'homme nous prie instamment d'arrêter nos recherches. Il nous dit que ce gang est actif et dangereux et que la police l'a à l'œil depuis longtemps déjà. Nous lui demandons une interview sur ce dossier, il refuse. Il n'aborde que des affaires déjà bouclées. Quand la procédure est close, je peux parler. Mais quand une affaire est en cours, nous ne pouvons rien dire, ni officiellement ni officieusement. C'est comme si elle n'existait pas. Officiellement, les coursiers receleurs de colis n'existent pas en Estonie. À défaut d'informations, nous repartons avec une parabole. Internet, c'est comme une ville. Vous allez dans une rue, il y a des rues bien éclairées, surveillées par la police, où l'on peut circuler sans danger. Vous pouvez vous y balader, faire les boutiques, y passer du temps, dépenser de l'argent. Mais comme dans toute ville, et Internet est une véritable métropole, il y a aussi des ruelles obscures. Et s'y aventurer n'est pas sans risque. Celui qui s'y égare doit s'attendre au pire. Alfred M., de Leipzig, remplit son contrat de travail. Il réexpédie 54 colis d'articles high-tech au total et sans se poser de questions. Toujours confiant de recevoir la rémunération confortable qu'on lui a promise. Combien deviez-vous être payé pour cela? Pour chaque colis traité et étiqueté, 25 €. Vous auriez dû recevoir combien d'argent alors? J'aurais dû toucher autour de 3 000 € pour mon travail. Et combien avez-vous eu réellement? Je n'ai jamais rien reçu de cet argent, malgré mon mail de relance. Au lieu de cela, il reçoit un jour un courrier le sommant de payer ou de renvoyer la marchandise. L'Allemand tombe des nues. Les escrocs n'ont pas seulement utilisé son adresse comme boîte à lettres, ils ont également passé des commandes en son nom. Les entreprises lésées réclament des dommages et intérêts. J'ai écrit à Rewe et Kitcong que c'était une affaire de cybercriminalité et que je n'avais pas de quoi payer actuellement. Où aurais-je trouvé l'argent? Je ne peux pas payer.
Alfred affirme n'avoir rien commandé. Mais en mars 2012, le parquet le condamne à une amende de 50 fois un taux journalier de 10 €. Et les frais du procès sont à sa charge. Aucune trace, en revanche, des véritables escrocs. Là encore, nous jouons les appâts et cherchons un emploi sur différents forums. Moins d'une semaine plus tard, nous recevons une offre de MBE, l'annonceur qui a déjà piégé Alfred M. Notre interlocuteur est un certain David Hartmann. C'est un emploi dans le domaine de l'aiguillage et du transport d'électroménager. Il ne requiert aucune connaissance ni aptitude particulière. Nous exprimons notre intérêt. Au bout de 24 heures, nous recevons un contrat de travail par mail. Il est plus sophistiqué que celui d'Alfred M. Tout y est détaillé. Les perspectives professionnelles, les congés, la couverture sociale et même le taux d'imposition. Salaire de base, 2 000 €. Les différentes tâches à accomplir sont décrites sous forme de schéma. Le troisième volet du contrat est un questionnaire très détaillé. On nous demande une photo d'identité et différentes informations personnelles. Adresse, numéro fiscal, coordonnées bancaires et même copie du permis de conduire. On n'en avait pas réclamé autant à Alfred M. à l'époque. Ces escrocs sont bien curieux. Plus vous livrez d'informations sur vous, plus il leur est facile d'usurper votre identité sur Internet, d'agir en votre nom et de se faire passer pour vous. Surtout si vous leur donnez aussi la copie d'un document officiel attestant de votre identité. Toute personne disposant de nos données peut directement ouvrir compte bancaire et boîte postale. Nous ne renvoyons pas le contrat et ne répondons plus à aucun mail de l'employeur supposé. Quelques jours plus tard, notre banque nous appelle. Sabrina Zaun. Banque Barclays, bonjour. Allô. Bonjour. Nous avons constaté que votre carte de crédit avait été utilisée abusivement pour réaliser des achats sur Internet. La banque bloque aussitôt la carte. Mais qui a bien pu se procurer nos coordonnées bancaires? Et où? Nous n'avions pas renvoyé le contrat. En attendant, l'accès en ligne à notre compte courant est bloqué jusqu'à ce que nous confirmions à la banque que notre ordinateur est de nouveau sain. Nous nous en remettons à Bernhard Breu. Il est de ces experts qui passent leur temps à chasser et éliminer virus informatiques, vers et chevaux de Troie. Alors que j'étais sur Internet, une fenêtre s'est ouverte pour la mise à jour d'un logiciel que je ne connaissais pas. J'ai voulu la fermer, j'ai cliqué sur la croix, mais la fenêtre ne se fermait pas. Il y avait juste un bouton terminé, alors j'ai cliqué dessus. J'ai bien l'impression d'avoir téléchargé quelque chose sans le vouloir. Et je dois dire que ça me fait un peu peur. Je vous propose de faire un scan approfondi avec un antivirus qui s'appelle Kaspersky. La fenêtre sur laquelle vous êtes tombé peut vous avoir transmis un parasite. Avons-nous un cheval de Troie sur l'ordinateur? Un cheval de Troie est un programme d'espionnage qui permet de subtiliser des mots de passe. En utilisant ces logiciels, les escrocs voient sur quelle touche nous tapons, quels caractères ou quels chiffres nous utilisons. Vous avez souvent des clients complètement paniqués? Oui, c'est avec ça que je gagne ma vie. Je vois de tout. Du type qui dit « je vais balancer mon ordi par la fenêtre » à l'étudiante en pleurs parce que son ordinateur est bloqué avec son mémoire dedans et qu'elle n'a pas fait de sauvegarde. Généralement, ceux qui ont été victimes de hameçonnage en faisant des opérations bancaires et se sont fait vider leur compte n'emmènent pas large. Ils veulent juste qu'on leur nettoie tout ça discrètement. Je vois ça souvent chez des personnes d'un certain âge.
Bernhard Breuil trouve 5 dangereux chevaux de Troie, dont certains déguisés en logiciels de sécurité. L'expert doit sauvegarder toutes nos données, puis réinitialiser le PC. Il lui faudra plusieurs heures pour éradiquer ces parasites. En revanche, ces programmes d'espionnage sont faciles à glisser dans un ordinateur. Démonstration avec Mirko Manske de la police judiciaire allemande. En quelques clics, c'est fait. J'attache mon logiciel à une photo et je le cache dedans. Ensuite, je poste cette photo sur une plateforme d'échange gratuite. La voilà. Plus qu'à attendre qu'on la consulte. Je vais donc faire en sorte que Madame Zaun télécharge la photo. C'est tout simple. Je cherche son profil sur Facebook et j'écris quelque chose sur son mur. Un texte court qui se réfère à la photo et va attiser la curiosité. Le message apparaît sur la page Facebook que nous avons créée pour l'occasion. Un seul clic sur l'image suffit. Le logiciel malveillant s'installe à notre insu. Sur mon serveur de contrôle, Madame Zaun apparaît en tant que test 1. Et désormais, nous voyons à peu près tout ce qu'elle fait sur son ordinateur. Ici, nous voyons qu'elle s'apprête à faire une opération bancaire en ligne. Voici son login, puis son mot de passe avec un espace entre. Je visualise chacune des touches sur lesquelles elle tape. Et nous voilà dans son compte. Mirko Manske peut voir nos codes d'accès, tous les entrants et les sortants, et notre adresse personnelle. Avec ces informations, il ouvre un nouveau compte d'utilisateur sur une boutique en ligne et commence à faire son shopping. Il fait livrer la marchandise à un point de retrait. Comment je paie? Facile. J'utilise les données bancaires de Madame Zaun. Je les ai eues sans qu'elle ait fait quoi que ce soit, sinon se connecter une fois pour une opération bancaire en ligne, après que j'ai implanté un cheval de Troie sur son PC. Avec cela, l'escroc peut faire bien plus encore que de simples achats en ligne. Je peux aussi chercher des dossiers spécifiques sur son disque dur. Je peux accéder au répertoire de son ordinateur, regarder son dossier photo, transférer des photos de son poste sur le mien. Je peux aussi entendre ce qu'elle écoute avec les enceintes de son ordinateur. Je peux allumer et éteindre sa webcam et l'orienter plus ou moins. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de limites. Même les ordinateurs de la CIA et du Fonds monétaire international ont déjà été espionnés par le passé. Et aujourd'hui, on pirate aussi bien les téléphones portables que les ordinateurs pour voler des informations. Des particuliers, mais aussi de plus en plus d'entreprises en sont victimes. En Allemagne, 2/3 d'entre elles ont déjà perdu des informations confidentielles. C'est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis et avant la France. À Dublin, la société de sécurité informatique Symantec possède un centre ultramoderne pour traquer et neutraliser les programmes malveillants à l'échelle mondiale. 750 personnes y travaillent. Avant d'entrer dans le laboratoire à virus, nous devons déposer ordinateurs, portables, clés USB et tout autre support de données. Orla Cox, directrice sécurité, jette un coup d'œil au flux de données internationaux. C'est ce qu'elle appelle la pulsation de l'Internet. Ce réseau est constitué de 240 000 capteurs répartis sur plus de 200 pays et 180 millions de systèmes dans le monde. Nous découvrons 15 000 nouvelles menaces par jour. Comme il n'est pas humainement possible d'en observer et d'en analyser une telle quantité, nous avons créé des systèmes d'analyse automatique. En 2011, les spécialistes ont découvert 403 millions de logiciels malveillants
et éviter 5,5 milliards d'attaques de ces programmes. Il y a des logiciels malveillants que nous ne pouvons pas analyser automatiquement. Ils sont tellement perfectionnés qu'ils se maintiennent en sommeil et ne se déclenchent pas tant que l'environnement est surveillé. Dans ce cas, nous procédons à une rétro-analyse des menaces. Nous ouvrons le code source, nous le parcourons et nous tentons de découvrir ce que vise le programme. Quand un danger sérieux apparaît, les clients sont protégés automatiquement par des mises à jour. Le cas échéant, le FBI ou les autorités concernées en sont informés. Symantec réalise chaque année une étude des menaces et les résultats sont stupéfiants. En 2011, nous avons encore constaté une hausse considérable des cyberattaques. Il y a plus de 400 millions de nouveaux programmes malveillants, soit une augmentation de plus de 81% par rapport à l'an passé. Les violations de données à caractère personnel et les vols d'identité ont aussi beaucoup augmenté. Il y a eu 1 million de nouveaux délits environ. Et au total, plus de 85 millions d'identités volées. L'Allemagne est particulièrement touchée. Cette année, l'Allemagne est première sur la liste des victimes de programmes malveillants en Europe. Les dommages liés à la cybercriminalité s'élèvent à 24 milliards d'euros. C'est une perte considérable pour les Allemands. Au niveau mondial, le coût atteignait 284 milliards d'euros l'an dernier. Un montant supérieur aux recettes du trafic de la marijuana, de la cocaïne et de l'héroïne réunies. Soudain, l'atmosphère devient grave chez notre expert en sécurité informatique. Les spécialistes scrutent leur moniteur l'air inquiet. Un nouveau problème ?